Bonjour à tous et merci d'assister à ce webinaire présenté par SSQ Assurance. Je me présente, Mathieu Roy, analyste en développement de fonds chez SSQ. Nous sommes heureux aujourd'hui de présenter Guillaume Rivet, vice-président service d'investissement institutionnel chez Guardian, ici pour nous parler de leur stratégie d'action canadienne de dividendes. Sachez que s'il reste du temps à la fin, il nous fera plaisir de répondre à une ou deux questions que vous pouvez vous poser via la section Q&A de votre interface WebEx. Sachez aussi que vous pouvez communiquer en tout temps avec votre représentant SSQ Assurance afin de poser toutes vos questions. Donc, sans plus tarder, Guillaume, la parole est à toi. Alors, merci Mathieu. Bonjour à tous. Guillaume Rivet de chez Guardian Capital. J'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, ici pour vous parler du mandat Action canadienne dividende de Guardian, en remplacement de Michel Robitaille, puisque Michel a fait la présentation hier en anglais et c'est moi qui s'occuperai de la présentation en français aujourd'hui. Donc, si vous voyez Michel Robitaille sur le dessus de la présentation, c'est parce que c'est la gestionnaire de portefeuille ainsi que Kevin Hall au mandat. Alors, rapidement, prochaine slide, Guardian est une firme de gestion de portefeuille canadienne au service de ses clients depuis 1962, donc une firme sérieuse dans le marché, principalement axée sur les clients institutionnels, mais on fait aussi de la clientèle au détail, donc avec les conseillers en placement, à travers différentes plateformes de SMAs, par exemple. Donc, plus de 1000 relations avec des gestionnaires et des clients de patrimoine privé. Et nous avons accumulé plus de 28 milliards d'actifs sous gestion. Les principales stratégies que vous allez retrouver chez notre firme, bien évidemment, ce sont des stratégies d'action canadiennes et internationales. Nos stratégies de titres à revenus fixes sont également très populaires, des stratégies de revenus, un peu comme on va voir aujourd'hui. Et nous avons aussi une petite équipe qui s'occupe d'une gestion immobilière. Donc, au total, Guardian Capital, c'est 81 professionnels du placement et ainsi que leurs équipes, plus de 168 employés en pleine croissance et 11 gestionnaires de portefeuille de patrimoine privé, là, une firme que nous avons. Les principales valeurs que vous allez retrouver chez notre firme, bien évidemment, c'est la stabilité, on en parle depuis longtemps, fiabilité, intégrité et nos partenariats d'affaires avec nos clients sont importants et quand je me promène, je rencontre des clients, c'est souvent les mots qui ressortent. T'es chanceux de travailler chez Guardian, une belle firme avec des valeurs, avec l'authenticité, stable, fière. Donc, c'est vraiment le mot qui est sur la rue quand j'ai l'occasion de rencontrer des clients. Suivante. Donc, le revenu d'Action Guardian, bien, l'objectif d'un mandat comme ça, évidemment, c'est de procurer des revenus élevés à nos clients et préserver le capital et en assurer la croissance à long terme. Donc, c'est sûr que le principal objectif dans un mandat comme ça, c'est de trouver des hauts niveaux de dividendes et de se comparer favorablement au benchmark. Et la meilleure représentation actuellement, c'est peut-être le S&P TSX Composite High Dividend Index. Alors, on aime se comparer à celui-là. Actuellement, ce que vous allez retrouver dans le portefeuille, évidemment, c'est 96 d'actions canadiennes et 4 en cash. Le rendement du portefeuille, actuellement, juste au niveau des dividendes, c'est du 4,4 et on rajoute à peu près un 2,4 avec la croissance, les gains en capitaux. Donc, c'est un peu dans un clin d'œil ce que vous allez retrouver au niveau des rendements. La prochaine slide, j'ai fait une petite inversion, Mathieu. J'ai décidé, je voulais présenter l'équipe rapidement, donc suivante. Alors, voici l'équipe qui gère le mandat pour vous. Donc, une équipe de 3, mais chez Guardian Capital, il y a une grande collégialité également. Donc, on a d'autres équipes. On a une équipe de croissance avec Gary Chapman et son équipe. On a une équipe une autre équipe de Ted Macklin. Donc, c'est 3 mini-équipes là, chez Guardian Capital, là, à peu près une douzaine de personnes, un peu plus avec les associés qui se réunissent sur une base bi-hebdomadaire pour échanger des idées. Mais dans le mandat qui nous intéresse aujourd'hui, Kevin et Michel, qui sont les gestionnaires principaux, plusieurs années d'expérience chez Guardian, donc ça fait pratiquement 15 ans qu'ils travaillent ensemble, Kevin et Michel. Et depuis l'année dernière, on a eu une addition, un ajout dans l'équipe qui est Trong Nguyen, qui est anciennement un ingénieur chez SNC Lavalin, qui a fait le saut dans le merveilleux monde des finances, comme vous le savez, et qui vient ajouter de la valeur dans son analyse et
qui vient échanger des idées avec Kevin et Michel pour être sûr qu'on est à la bonne place là, dans le mandat. Donc, voici votre équipe de gestionnaires. Kevin Hall, Michel Robitaille et Trang Nguyen pour le mandat d'Action canadienne à dividendes. Alors, la philosophie d'investissement sur la prochaine, c'est sûr qu'on notre préoccupation principale, c'est de rechercher des dividendes. Donc, comme je disais tout à l'heure, 4,4 % dans le portefeuille au niveau des retours de dividendes. Donc, le rendement de départ, c'est sûr que c'est un élément important. On cherche des compagnies stables. L'objectif dans un mandat comme ça, c'est de réduire la volatilité et de rechercher du rendement. Les facteurs fondamentaux qu'on regarde, bien évidemment, c'est de rechercher des compagnies solides qui sont capables de dégager des flux de trésorerie importants et qui vont être capables d'assurer une croissance dans le temps. Donc, il n'y a pas de secret, c'est un focus qui est sur la qualité. Et on va privilégier la gestion des risques tout au long du processus. À chaque étape du processus, c'est ce qu'on cherche chez les compagnies. On veut mettre dans le portefeuille les bonnes compagnies au bon moment. Quand l'équipe d'analyse est à l'aise avec la mission de la compagnie, l'équipe de gestion en place, les objectifs, c'est à ce moment-là que la compagnie va rentrer dans le portefeuille. Donc, la gestion du risque dans un mandat comme celui-là est capital pour nous. Suivant. Donc, comme on l'avait vu un peu plus tôt, on a 2 gestionnaires et un analyste. C'est un effort de collaboration, donc travailler ensemble depuis 2002. C'est des généralistes en gestion de portefeuille, c'est vrai, mais le mandat premier est d'effectuer des recherches, d'émettre des idées, bouncer des idées, comme on dit en bon français. Et puis, comme je disais tantôt, il y a une grande collégialité qui s'effectue avec les autres équipes chez Guardian Capital, qui sont du côté d'Action canadienne également, pour prendre des décisions éclairées. Donc, l'équipe d'Action canadienne, en gros, revenu d'action, sur quoi on se base dans l'équipe d'Action canadienne, c'est chaque mandat est confié à une équipe de gestionnaires de portefeuille et des analystes dédiés qui sont clairement responsables de la prise de décision. Donc, il y a une grande imputabilité chez Guardian Capital. Les équipes travaillent ensemble, s'appuient mutuellement en partageant des idées et en débattant. Et tous les gestionnaires de portefeuille sont des généralistes. Donc, il n'y en a pas vraiment qui ont une spécialité. C'est souvent les analystes qui vont avoir une spécialité comme Trang qui arrive du monde de l'ingénierie, par exemple. On est allé chercher, on a fait une nouvelle acquisition récemment dans une autre équipe où le gars, il y avait Joel Huron qui a un background en biotech, donc qui vient créer de la valeur donc au niveau de la santé peut-être, mais en général, les principaux gestionnaires de portefeuille sont des généralistes. Suivante. Alors, l'univers investissable, comme je disais un petit peu plus tôt, on a à peu près 200 compagnies sur notre indice qui versent des dividendes. Si vous regardez dans la 3e colonne, on a une ligne à peu près à la ligne 142. C'est le cas de le dire, c'est là qu'on trace la ligne. Donc, quand on dit qu'on focus sur les 75% des meilleures compagnies, c'est vraiment là que ça se tient. Alors, si vous regardez dans la première colonne, 2e colonne, 3e colonne, évidemment, dans la 4e colonne, il n'y a aucune compagnie qui sera avec nous puisqu'ils ne se qualifient pas, ils ne sont pas dans notre univers investissable. Donc, on focus sur les compagnies qui versent 1,5 % de dividendes et plus, qui ont une capitalisation boursière supérieure à 1 milliard. Et le but, c'est d'obtenir une gestion de risque efficace, donc de diminuer les risques d'une compagnie qui est capable de verser des dividendes, qui est capable de le maintenir dans le temps. Alors, on voit un bel équilibre là entre la première colonne où on va avoir certaines compagnies qui vont verser des dividendes un peu plus haut. Des fois, quand on voit des dividendes un peu plus haut, on se dit, peut-être que le marché voit un risque, mais notre analyse pour ces quelques compagnies-là qui sont peut-être dans le haut de la première colonne à gauche, c'est de dire que le risque est mitigé et puis c'est des compagnies qui peuvent, donc le marché attribue peut-être un risque injustifié à notre opinion. Dans la 2e colonne, évidemment, ça va être le core peut-être des compagnies disponibles au portefeuille qui sont présentes dans le portefeuille. Et dans la 3e, un peu moins parce qu'évidemment, les taux de dividendes de revenus de retour sont un peu moins élevés. Donc, c'est des compagnies qui sont toutes présentes au portefeuille actuellement. C'est bon.
Donc, c'est une slide intéressante ici sur les compagnies qu'on détient au portefeuille, le pourcentage des compagnies qui augmentent leurs dividendes, le pourcentage de compagnies qui maintiennent leurs dividendes égal ou qui cessent de verser un dividende ou qui baissent leurs dividendes. Donc, vous voyez, quand on disait qu'on focus sur des compagnies de qualité qui sont capables de soutenir dans le temps un versement de dividendes, c'est vraiment de ça qu'on parle. Donc, pour la dernière année, 65% des compagnies au portefeuille ont augmenté leurs dividendes, 33% l'ont maintenu et seulement 3% l'ont diminué. Donc, c'est une slide qui, je pense, qui reflète bien la philosophie de gestion de l'équipe et des compagnies qui se retrouvent dans le mandat actuellement. Suivant. Alors voilà, ici vous avez vraiment une idée des secteurs et comment aussi on se positionne par rapport à notre benchmark. Alors, on a quelques secteurs où on est vraiment en porte-à-faux par rapport à notre indice de référence. Donc, si on prend les télécommunications, par exemple, on est vraiment sous-pondéré. Souvent, c'est des compagnies qui sont un petit peu plus sensibles avec une conjoncture, avec la conjoncture de taux d'intérêt qu'on connaît actuellement, donc 9,9 pour le benchmark, 6,1 de notre côté. On avait aussi, par exemple, les utilities, les services publics, en guillemets, le benchmark va être à 14,3 %. De notre côté, on est plus à 8,5 %. Mais des compagnies dans lesquelles on croit quand même, Algonquin Power qui a eu très bonne performance au cours des derniers mois. Alors, ça vous donne une idée un petit peu, ça c'est en date du 30 juin de notre répartition d'actifs. Les banques, par exemple, c'est légèrement sous-pondéré peut-être dans notre stratégie actuellement. On pense cependant qu'ils vont avoir une solide fin d'année. Ça constitue à peu près 18-19 % du portefeuille. On avait des petites inquiétudes avec les changements qui ont eu cours au niveau des changements juridiques là, pour l'environnement hypothécaire. Et finalement, ça semble avoir été peut-être pas un non-issue, mais peut-être un impact moins grand qu'espéré. Donc, jusqu'à date, on est content avec la répartition actuelle du portefeuille. Mais vous voyez, c'est tout. L'objectif, c'est d'avoir des compagnies de qualité. Comme je vous dis, la philosophie de base, c'est des compagnies qui sont capables de verser un dividende, qui sont capables de le maintenir, comme on l'a vu à la slide précédente, et qui sont qui sont capables de le soutenir à long terme également. Suivant. Quelques transactions qui ont eu lieu pour 2018. Bon, ben, on avait eu un échange là avec Choice Properties, qui est le manager, le REIT manager pour la compagnie Loblaw. On en a hérité au portefeuille et finalement, on a décidé de vendre et de mettre ces actifs-là dans notre position qui est avec Fortis, dans laquelle on croyait un peu plus. Donc, on n'est pas des traders, des crazy traders. Le turnover est assez bas dans le portefeuille. Donc, peu de transactions, mais quand on fait une transaction, on y croit vraiment, puis la conviction est forte. C'est pas un portefeuille non plus où vous avez 65, 70 positions. On aime ça garder ça un peu plus bas. Donc, c'est un portefeuille avec high conviction, avec une conviction forte. Donc, peu de transactions comme vous pouvez le voir. Suivant. Alors, quelques perspectives au niveau des marchés financiers et de l'économie. Alors, on croit que l'économie canadienne demeure stable malgré un début d'année ou en tout cas une demi-année un peu décevante, peut-être du côté du marché boursier. L'indice TSX tourne environ à 2,3 %. Mais quand même, on pense que le contexte des actions canadiennes reste favorable. Les deux économies principales en Amérique du Nord, donc l'économie canadienne et l'économie américaine, sont saines. C'est sûr que la vigueur est un peu plus du côté américain. Par contre, au niveau mondial, la croissance reste synchronisée.
On sent qu'on est sur une fin de cycle, évidemment, mais quand même, la croissance est là. La croissance positive des bénéfices est là et une chose positive pour notre portefeuille et pour l'économie canadienne, évidemment, c'est que les prix du pétrole sont quand même assez élevés. Et on a beaucoup de bruit actuellement dans l'économie, il y a beaucoup d'incertitudes. On a peut-être qu'on a fait je ne sais pas s'il y en a qui font du vélo dans l'assistance, mais on a peut-être un petit vent de face actuellement là, avec les pourparlers entre le Canada et les États-Unis et l'ALENA. Donc, beaucoup d'incertitudes, mais on pense quand même que c'est peu probable qu'on n'arrive pas à un accord. Donc, on comprend que ça fait du bruit actuellement sur la ligne, mais on est confiant que le Canada et les États-Unis vont arriver à conclure un accord. Évidemment, encore, on a vu d'autres événements récents la semaine dernière avec M. Trump, le conflit commercial entre la Chine et les États-Unis. Ça cause passablement d'incertitude. Donc, c'est clairement la cible de choix numéro un, là, la Chine et les États-Unis. On comprend qu'il y a quelque chose qui est non résolu de ce côté-là. Troisième point ici, l'Iran, le Brexit, l'Italie. La Corée du Nord, ben ça quand même, il y a eu des pas positifs qui se sont faits récemment, donc ça vient peut-être amener un souffle au niveau des risques géopolitiques. Je parlais tantôt que les prix du pétrole sont élevés. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ça va rester comme ça? Et évidemment, la conjoncture des taux d'intérêt, on l'a vu, il y a eu une hausse en juillet. Au niveau du Canada, on pense qu'il va peut-être en avoir une autre. Du côté des États-Unis, peut-être deux d'ici la fin de l'année. Donc, on a un portefeuille qui est quand même défensif par nature, mais on essaie le plus possible de se prémunir contre les hausses de taux d'intérêt dans notre stratégie. Suivant. Donc, on s'attend à ce que l'économie américaine reste vigoureuse. Le consommateur américain est confiant. Donc, normalement, la consommation des particuliers aux États-Unis, ça représente à peu près 66% du GDP. Donc, avec les réductions d'impôts aux particuliers, on pense que ça l'aide. Également, au niveau du côté des sociétés, les dépenses d'infrastructure, l'allègement de la réglementation. Donc, il y a quand même des choses positives qui se passent de ce côté-là. La Banque du Canada, on l'a vu, a haussé ses taux au mois de juillet, mais en raison d'une baisse du PIB canadien depuis le deuxième trimestre, on n'est pas sûr des effets que ça peut avoir dans disons, à moyen terme. Comme je disais tantôt, la nouvelle réglementation B20 concernant le marché hypothécaire canadien, ça a créé des tensions, mais finalement, on pense que le marché l'a bien absorbé. La Banque du Canada pourrait devoir attendre encore un petit moment pour une prochaine hausse. Donc, on va voir comment M. Paulos va parler prochainement. Aux États-Unis, on prévoit que la Réserve fédérale va rehausser ses taux encore 2 fois en 2018, va conserver une approche graduelle sur son quantitative easing. La Réserve fédérale va également poursuivre la liquidisation de son programme d'assouplissement quantitatif et l'assainissement de son bilan. À ce stade-ci du cycle économique, on pense que la volatilité est en train de s'accroître, donc les investisseurs doivent tenir compte davantage de la protection de leurs actifs contre les baisses de marché. Mais il y a encore certaines hausses à aller chercher, donc c'est un mandat comme le nôtre est bien positionné pour remplir ces deux mandats-là. On pense que les dividendes contribuent fortement au rendement totaux en 2018 et qui vont offrir une bonne protection contre les baisses de marché s'ils devaient reculer en raison d'événements macroéconomiques. Donc, c'est une stratégie idéale pour une fin de cycle économique là, comme on est en train de voir en ce moment. Suivant. Donc, voici où on pense qu'on se constitue actuellement dans le cycle économique. Donc, comme vous le savez, c'est le plus long cycle haussier là, de l'histoire. On l'a vu, on a eu pas mal de littérature là-dessus là, qui est apparue au cours des dernières semaines. Alors, c'est sûr qu'on a tous des souvenirs douloureux de 2008-2009, mais ici, on voit les taux d'intérêt. On est vraiment ici sur la hausse et on a encore du momentum à aller chercher. Donc, juste avant de
puis d'aller dans la récession, ben, de repositionner ses actifs avec des compagnies de qualité qui versent un dividende. C'est là qu'on crée de la valeur pour des clients parce que chez Guardian Capital, on est connu pour à peu près capturer 85 de la hausse des marchés, mais de capturer beaucoup moins la baisse des marchés. Donc, sur des rendements à long terme, c'est peut-être dans les baisses de marché qu'on crée le plus de valeur pour nos clients. Suivante, s'il vous plaît. Donc, au niveau de l'évaluation des actions, slide intéressant ici. On disait je disais tout à l'heure que les actions canadiennes, le marché canadien a peut-être un petit peu moins bien performé que le marché américain au niveau des rendements depuis le début de l'année. C'est vrai au niveau des marchés. Par contre, l'évaluation des compagnies est peut-être un petit peu plus intéressante. Donc, si vous regardez les cours bénéfices sur une moyenne historique à 15,2 fois les bénéfices, actuellement, le TSX, les compagnies, on est à 14,8. Donc, on paie des bénéfices futurs pas trop chers. Alors que du côté américain, on paye les bénéfices à 16 fois, mais actuellement, alors que sur une moyenne historique, on est à 14,3. Donc, des actions américaines qui ont bien performé, oui, c'est vrai, mais qui sont peut-être devenues, qui se sont appréciées un peu plus rapidement, qui sont peut-être devenues un peu plus chères là, en ce moment. Donc, une autre raison intéressante de privilégier les actions canadiennes à ce point-ci dans le marché. Suivant. Marché pétrolier, une industrie importante au Canada. Donc, on pense que les prix du WTI continuent de refléter l'amélioration des facteurs fondamentaux sous-jacents. L'équilibre entre l'offre et la demande s'est passablement amélioré. La croissance de la demande mondiale est très forte. Donc, quand les économies vont bien, évidemment, c'est une commodité qui est en demande. Les coupures d'approvisionnement de certains pays membres et non membres de l'OPEP, ralentissement brutal de la production au Venezuela, ont été neutralisés de manière efficace. Donc, les effets de la reprise de la production, dont les États-Unis ont été capables de combler une partie là, de ce manque de production-là. Les stocks de pétrole ont chuté en dessous de la moyenne des 5 dernières années, tant à l'échelle mondiale qu'aux États-Unis. Alors que les membres de l'OPEP ont décidé d'accroître leur production de pétrole lors de la réunion de juin, l'augmentation était moins importante que ce que l'on craignait. La capacité excédentaire restante semble être limitée. Donc, on a une prime de risque géopolitique qui pourrait refaire son apparition après une longue absence en raison de la capacité mondiale excédentaire limitée et du risque accru de la perturbation de l'approvisionnement, donc principalement Iran, Venezuela, Libye, Yémen. Les effets bénéfiques liés à la hausse du prix du WTI ont été quelque peu amoindris pour les producteurs canadiens en raison d'écarts plus prononcés par rapport au pétrole lourd. Donc, les écarts par rapport au pétrole lourd demeurent volatiles, mais ils se sont améliorés au deuxième trimestre. Ils devraient rester stables à court terme en raison des interruptions d'approvisionnement. On prévoit que les volumes de brut transportés par train vont augmenter au troisième et quatrième et au début de 2019, ce qui devrait se traduire par une stabilisation des écarts par la suite. Donc, le prix élevé du WTI, la stabilité des écarts, la faiblesse du dollar canadien à 1,30, 1,31 au cours des dernières séances, et les récentes bonnes nouvelles concernant la capacité supplémentaire d'exportation par pipeline devraient entraîner une amélioration des flux de trésorerie et la confiance à l'égard des actions des sociétés pétrolières canadiennes. Prochaine. Production de pétrole aux États-Unis. On voit l'augmentation au niveau des dernières années, particulièrement à compter de 2007. Là, la pente de la courbe est assez accélérée. Ça n'a quand même pas été tout à fait suffisant pour compenser le manque de production du Venezuela, mais ce qu'on voulait retenir de cette slide-là quand même, c'est qu'il y a eu un effort là, du côté américain pour compenser. Alors, voilà. Midi 24, c'est pas mal ce qui clôt la présentation. Mathieu. Parfait. Donc, on va passer à la période de questions. Première question qu'on a reçue. Pouvez-vous parler de la manière dont les récentes augmentations des taux d'intérêt affectent la stratégie?
Ben, nous, actuellement, avec un versement de 4,4 de dividendes au portefeuille, malgré les hausses de taux, c'est quand même des résultats qui sont plus intéressants. Comme je disais tout à l'heure aussi, on a des compagnies, des fois, qui sont plus sensibles au taux d'intérêt, mais qui sont sous-pondérées dans notre portefeuille. Donc, entre autres, les télécoms puis les utilities ou services publics. Donc, des compagnies qui présentent actuellement des fortes croissances, strong earnings, des belles croissances de revenus. Donc, pour l'instant, on pense que notre portefeuille est peut-être pas si, la stratégie n'est pas si sensible que ça aux hausses de taux d'intérêt. OK. Puis deuxième question, quelle est la raison de la performance des dernières années si les titres de dividendes génèrent généralement de meilleurs rendements que ceux du TSX? Oui, bonne question. Ben, en fait, ce qu'on a vu, le TSX, c'est peut-être pas le marché qui a le mieux performé, mais actuellement, les stratégies de croissance ont bien performé. Il y a quelques titres qui sont responsables de la forte croissance, là, particulièrement aux États-Unis. Vous les connaissez aussi bien que moi. Google, Amazon, Facebook, Netflix, Alphabet. Donc, et ce ne sont pas des titres de dividendes, ce ne sont pas des actions canadiennes. Donc, on les a pas en portefeuille. Par contre, ce qu'on a observé, c'est qu'un retour de la volatilité dans les marchés, donc des séances de bourse où on a de la volatilité supérieure à 1 ça a été une hausse en 2018. Donc, on voit que avec le retour de la volatilité, avec peut-être une fin de momentum sur les compagnies à croissance, les actions qui versent des dividendes vont vraiment être bienvenues là, par les investisseurs, principalement les investisseurs canadiens. Parfait. Bon, ben, il ne semble plus avoir de questions. Donc, merci beaucoup, Guillaume. Ça va conclure la présentation. Donc, à tous ceux qui ont écouté le webinaire, merci de votre participation. Puis revenez-nous en octobre alors que Sea Worldwide va nous présenter leur stratégie d'action internationale. Donc, merci beaucoup tout le monde. Bonne journée.